Charlie Kirk était une figure chez les conservateurs américains. On en parle avec Jérôme Viala-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Paris, spécialiste des États-Unis. Bonjour, merci d'être avec nous. Dites-nous, pourquoi Charlie Kirk était-il si populaire ? C'était une figure très controversée, mais qui avait été montée en fait dans la sphère MAGA et qui notamment était très populaire auprès des jeunes. En fait, il avait réussi à amener un certain nombre de jeunes hommes notamment, du côté de Donald Trump, et il a eu un impact non négligeable sur les élections par cette popularité et le fait qu'il puisse aller sur les campus, hein, c'était vraiment l'endroit il avait gagné en popularité. Il avait monté ce mouvement autour de cette idée d'avoir une droite aussi très conservatrice sur les campus. Son discours pro-armes, anti-IVG, il avait une certaine résonance chez les jeunes lorsqu'il rencontrait lors de ces réunions publiques ? Oui, oui, tout à fait. Il était en fait un élément pour une partie de ces jeunes qui ne se reconnaissaient pas à gauche. Et puis, il y avait cette radicalité chez lui qui plaisait aussi à une certaine partie de ces jeunes. Donc, comme vous l'avez dit, hein, c'est un retour en fait à un conservatisme très fort, une droite évangélique contre l'avortement, mais aussi contre tout ce qui était les mouvements de droits sociaux des Noirs américains notamment. Il divisait beaucoup quand même. Il ne faut pas oublier ça. C'était une figure très controversée aux États-Unis. Alors depuis la mort de Charlie Kirk, ça n'a pas manqué. Le président américain, mais aussi d'autres figures de la droite conservatrice ont accusé la gauche radicale. Cela ne risque pas d'apaiser les tensions dans le pays. Non, c'est en fait un événement très inquiétant, et Donald Trump s'en est emparé d'abord en faisant de Charlie Kirk un martyr. Il a appelé le martyr pour la liberté et la vérité, et d'accuser non seulement ce qu'il appelle donc la gauche radicale, mais également les médias. Donc il s'en est pris à ses ennemis, et il a donc instrumentalisé une fois de plus cet événement pour s'attaquer à ses ennemis dans un moment déjà où il y a une vraie rhétorique de la violence. Il ne faut pas oublier qu'il a gracié toutes les personnes qui avaient envahi et qui avaient agressé, y compris violemment et physiquement, des policiers au Congrès en 2020. Et il a lui-même une rhétorique très violente, mais il accuse la gauche d'être à l'origine. Pourtant, on ne sait pas pour l'instant qui est le tueur et quel est son profil. Vous l'avez dit, Donald Trump a parlé de martyrs, il a même mis les drapeaux en berne. Est-ce qu'il n'en fait pas trop ? Mais disons qu'il semble en faire beaucoup. Il n'en a pas fait autant pour les élus qui ont été assassinés dans le Minnesota, par exemple, et il y a quelques mois. Et donc, on peut effectivement se demander ce que signifient ces deux poids, deux mesures, et ce qui tente à montrer qu'on est encore une fois dans une instrumentalisation. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ce n'est pas juste l'assassinat de Charlie Kirk, c'est en fait la peur qu'il y a, car beaucoup d'élus, de droite comme de gauche, reçoivent des lettres de menaces constamment. Et quand il y a un acte comme celui-ci, ou comme les élus qui ont été assassinés dans le Minnesota, cette peur devient plus concrète et peut avoir un impact sur la manière dont les élus vont peut-être décider ou voter des lois, ou en tout cas vont pouvoir travailler. Et c'est pareil pour la justice. De nombreux juges, y compris la juge à la Cour suprême, Coney Barrett, a reçu des lettres de menaces et dit se déplacer avec un gilet pare-balles. On en est là quand même aujourd'hui aux États-Unis. Justement, comment on explique cette augmentation des violences aux États-Unis contre les élus, contre les personnalités politiques, même, et contre les juges aussi ? En fait, on a une augmentation de la rhétorique de la violence, et puis il y a il faut dire quand même que Donald Trump y a beaucoup participé. Pourquoi il est une figure majeure? Parce qu'il est le représentant de la nation, et jamais un président qui représente comme ça la nation et qui est censé unifier le peuple n'a eu un discours aussi clivant et aussi violent. Il a quand même, dès son premier mandat, parlé des médias neutres, on va dire, ou en tout cas centristes ou légèrement à gauche, comme le New York Times ou d'autres, comme étant l'ennemi du peuple. Il parle dans ses meetings souvent de violence envers les personnes, notamment. Il est tout à fait
à soutenir une violence éventuellement policière contre des gens qui auraient été arrêtés pour meurtre. Voilà, donc on en est quand même là aujourd'hui. Alors ce n'est pas que Donald Trump, mais ça participe effectivement beaucoup. Et puis il y a le fait qu'il y a des armes tout à fait disponibles et qu'il y a une libéralisation des armes à feu aux États-Unis depuis les 20 dernières années. Et est-ce que cet assassinat, il peut relancer le débat sur les armes à feu ou toujours pas sous l'ère Trump? Je serais très étonné qu'il relance ce débat. Donald Trump, lui, a vraiment mis un point d'honneur à défendre ce qu'il appelle le deuxième amendement, qui garantit la capacité d'avoir des armes à feu. La Cour suprême est ainsi très favorable à une dérégulation, comme on a pu voir sur les armes à feu. Et donc, ils disent toujours, hein, pour les pro-armes, que ce n'est pas l'arme elle-même, mais que c'est celui qui l'utilise qui doit être puni. Et donc, il n'y aura certainement rien de ce côté-là. Et quand on voit que des enfants sont assassinés dans des écoles ou des jeunes dans des universités, on peut se dire qu'effectivement, il ne se passe rien. Et donc, ce n'est pas là où il va se passer grand-chose non plus de ce côté-là. Est-ce que cet assassinat, il pourrait provoquer un soulèvement aux États-Unis au vu de la popularité de Kirk? Je ne pense pas qu'il y aura nécessairement un soulèvement. Je pense qu'il y aura peut-être plutôt, moi, ce que je crains, c'est une peur, en fait. Une peur. Ça ne va pas extrémiser plus que ça les gens qui sont déjà très radicalisés. Mais par contre, ce que ça peut faire, c'est créer encore plus de peur. Comme je disais, au niveau des élus qui sont de plus en plus menacés, qui reçoivent des lettres de menaces, qui doivent payer avec leurs propres deniers les protections qu'ils peuvent avoir. Mais c'est aussi les gens qui vont hésiter à aller peut-être parfois dans des rassemblements et peut-être même dans des rassemblements d'opposition. Il va falloir voir aussi comment Donald Trump va peut-être utiliser ça pour des actions futures et notamment pour s'attaquer à certains groupes ou utiliser par exemple les militaires comme il a pu le faire au nom de la lutte contre le crime. Est-ce que ça peut opposer deux jeunesses, les pro-Trump et ceux que Trump appelle ceux de la gauche radicale? Oui, c'est possible. On a eu dans les années 60 des mouvements assez violents également. C'est une possibilité. Pour l'instant, c'est difficile de dire si ça va être à ce point-là. Il y a plus disons, de capacité de différence, en tout cas dans les campus, entre des jeunes plus à droite et plus à gauche. Et c'est sûr que Charlie Kirk a donné une voix à une partie de ces jeunes qui ne pouvaient peut-être pas s'exprimer, mais il reste quand même très minoritaire sur les campus à ce stade. Et il faudra voir vraiment si ça va jouer là-dessus. Je ne suis pas certain du tout. Donc on est dans des États-Unis plus divisés que jamais? Oui, on est dans des États-Unis plus divisés que jamais. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans des États-Unis qui vraiment, je pense, sont minés par cette peur de la violence. Et ce n'est pas, encore une fois, juste la violence en elle-même qu'il faut voir, mais c'est la peur de la violence. Et ça a un effet délétère très important dans une démocratie. Est-ce qu'il existe d'autres figures aux États-Unis avec la même influence que Charlie Kirk sur les jeunes? Non, pas à ce stade. En fait, ce que Charlie Kirk avait réussi vraiment, c'est à unir tous les mouvements de jeunes conservateurs. Et il avait vraiment construit un mouvement qui avait beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'argent et qui est très influent et qui a en plus l'oreille du président. Donc, il a commencé à 18 ans en fait. Hein, alors, il a été très influencé par Rush Limbaugh, qui faisait des radios et des podcasts, qui était lui-même une figure très controversée, très clivante. Et puis il a surfé aussi sur le Tea Party, le mouvement du Tea Party, et sur un rejet d'Obama. Il a vraiment fait ses armes, je dirais, à l'époque d'Obama, son adolescence et la fin de son adolescence. Et il a une montée fulgurante, notamment de par son amitié avec Don Jr., le fils de Donald Trump, avec Donald Trump. Et il a apporté à Donald Trump une partie de ce vote de ces personnes qui ne votaient pas forcément et qui ont voté pour lui aux élections, notamment en 2024.